Beyrouth. Première étape de notre voyage à la rencontre des observateurs militaires suisses. Des immeubles modernes à côté des vestiges d'une gloire passée. Telle est l'image actuelle de cette métropole qui compte plus d'1 million d'habitants. Une ville qui porte les traces des conflits violents qui frappent la région depuis le début de son histoire. Depuis 1948, des observateurs militaires de l'ONU sont engagés au Proche-Orient. Nous souhaitons découvrir en quoi consiste aujourd'hui leur travail au Sud-Liban. Nous quittons la ville en direction du sud. Notre objectif, la zone protégée de l'ONU au Sud-Liban. Après 2 heures de route, nous passons au poste de contrôle de l'armée libanaise près de la rivière Litani et croisons pour la première fois des véhicules blindés de l'ONU. Le jour suivant, devant l'entrée du quartier général des troupes de l'ONU à Nakoura. Chaque véhicule est contrôlé minutieusement, car c'est depuis cette base que les quelques 12 000 casques bleus et les 50 observateurs militaires internationaux de l'ONU sont commandés. La sécurité est ici prioritaire. Depuis 1990, des officiers suisses sont engagés dans cette mission pour une période d'1 an en tant qu'observateurs militaires de l'ONU. Nous sommes mardi, le Handover Day, au quartier général. Après 7 jours d'engagement non-stop, les équipes d'observateurs militaires rentrent ici pour transmettre les informations à la relève. Nous rencontrons à cette occasion le major suisse Miguel Bernard, le Deputy Team Leader de l'équipe Zulu. C'est en sa compagnie que nous passerons la journée. Le handover fait partie de la routine. Après tout juste 90 minutes, toutes les informations ont été échangées, le matériel nécessaire a été transbordé et la mission peut démarrer. Depuis le quartier général à Nakoura, nous empruntons des routes caouteuses et traversons de petites zones d'habitation situées le long de la Blue Line qui sépare Israël du Liban. 1 heure plus tard, nous nous trouvons à Haïta Achab, dans la maison de M. Adnan, l'interprète de l'équipe Zulu. Je demande à M. Adnan ce qui s'est passé dans son village la veille, ou comme aujourd'hui, au cours des 10 derniers jours, pendant lesquels j'étais en vacances. Cela, afin de me faire une idée de la situation. Je suis informé de ce qui se passe dans le pays, par le biais d'Internet, mais en ce qui concerne les événements locaux, c'est M. Adnan qui m'en parle avant que nous partions en mission. Nous nous entretenons également en détail du programme du jour. Monsieur Adnan n'est pas seulement l'interprète de l'équipe, il connaît aussi très bien la région et fournit des informations utiles aux observateurs. À la suite de cet entretien, il est temps pour le major Bernard et sa collègue néo-zélandaise, la capitaine Tracy Tibbs, de partir en patrouille. En montant dans le véhicule, nous avons subitement l'impression que des yeux invisibles observent le moindre de nos mouvements. Un sentiment angoissant qui nous accompagnera jusqu'à la fin de notre voyage. Première halte de la patrouille, Yaren, un village chiite situé à moins de 10 km de là. Sous cet arbre, Fatma et Ahmed préparent habituellement leur récolte de tabac et d'olives. Aujourd'hui, ce sont les chaises en plastique qui occupent les lieux. Nous essayons ici d'établir le contact avec la famille, de savoir si tout va bien sur le plan privé, financier et dans le village en général. Nous n'abordons pas des questions de sécurité ou de politique, mais parlons de problèmes de la vie de tous les jours. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas d'entendre le discours officiel du Mouktar ou du maire, mais de savoir ce que les gens ont sur le cœur, ce qui les préoccupe. J'intègre ensuite toutes ces informations recueillies auprès de la population dans mes rapports. Down on the ground. Tout cela semble bien pacifique. Toutefois, il règne ici aussi un climat d'incertitude indéfinissable. À peine 1 heure plus tard, nous prenons congé de l'Assemblée.
Nous effectuons nos patrouilles en voiture, en hélicoptère ou à pied. Aujourd'hui, nous prenons la voiture. Nous longeons la Blue Line et nous nous arrêtons à des points précis pour observer s'il se passe quelque chose d'inhabituel. Le cas échéant, nous le signalons. Nous nous rendons maintenant vers l'un de ces points d'observation d'où nous avons une bonne vue de la Blue Line. Le major Bernard souhaite nous montrer la Blue Line qui sépare Israël du Liban. Mais cela n'est pas si simple. Sur cette frontière qui n'en est pas une, où chaque partie observe l'autre avec méfiance, où chaque mouvement est répertorié, il est essentiel de préserver le statut d'impartialité des observateurs militaires. Par conséquent, nous observons de loin le major Bernard qui explique à sa collègue le tracé exact de la Blue Line. Après 8 heures de patrouille, l'équipe Zoulou retourne à la base, située dans le camp des casques bleus nommé Sergent Girardi. Pour des raisons de sécurité, les observateurs militaires non armés ne sont plus basés dans leur propre poste d'observation depuis 2007. Nous quittons l'équipe Zoulou et continuons notre voyage dans le secteur Est pour rejoindre l'équipe Sierra qui compte également un Suisse dans ses rangs. Team Base East, le lendemain à 7 heures. Dans le nord-est de la zone protégée, les observateurs militaires commencent également leur patrouille depuis un camp des casques bleus. Aujourd'hui, ils vont d'abord à Kiam, une ville à population majoritairement chiite. Pour les observateurs, Kiam jouit d'une triste réputation. Jusqu'en juillet 2006, l'ONU disposait ici d'un poste d'observation. Mais pendant le conflit israélo-libanais de 2006, le bâtiment de l'ONU a été détruit par des attaques aériennes israéliennes qui ont provoqué la mort de 4 observateurs militaires. À l'endroit où se situait autrefois le poste d'observation de l'ONU, nous avons rendez-vous avec le capitaine suisse Nico Grandjean, sa collègue australienne Rowena Palfrey et Eddie, le traducteur. Qu'est-ce qui a bien pu retenir l'attention des observateurs ? Notre traducteur a constaté des nuages de poussière. C'est en général le signe que des chars ou des véhicules militaires se déplacent, étant donné qu'ils ne roulent pas sur les routes. Nous essayons maintenant d'identifier de quel type de véhicule il s'agit exactement. Nous les laissons encore un peu s'approcher. Nous supposons toutefois que ce sont 2 chars de combat Mercano qui se déplacent dans des positions des forces de défense israéliennes. Observer et établir un rapport. Voilà en quoi consiste leur mission. Mais où se situe le défi de tels engagements ? Ici, la situation politique évolue sans cesse. Il est impossible de savoir quelle tournure vont prendre les événements. La situation peut basculer d'une seconde à l'autre. La plaque commémorative apposée non loin de là rappelle aussi à quelle vitesse la situation peut basculer. Elle est dédiée à 6 casques bleus espagnols tués dans un attentat à l'explosif contre leur véhicule. Avant de quitter le Liban, nous nous rendons encore à Kafar Chouba, un petit village situé à proximité des fermes de Sheba. Pour fêter notre départ, les observateurs militaires nous emmènent dans leur restaurant habituel, déguster des menouchis et des lambachines fraîchement préparés. Nous avons accompagné les observateurs militaires durant 2 jours dans le cadre d'engagements difficiles, dans des conditions qui évoluent souvent rapidement et dans un environnement particulièrement instable. Être proche de la population tout en veillant continuellement à garder une certaine distance par rapport aux événements est une entreprise délicate. Nous garderons à l'esprit la façon dont la population nomme ici les observateurs militaires. Truth People, hommes de vérité. Des personnes impartiales qui veillent à ce que les violations de l'accord de cessez-le-feu et du mandat de l'ONU ne passent pas inaperçues.